Thomas Cornelis, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Merci à vous. Donc on vient prendre un café avec vous aujourd'hui parce que vous donnez cours en sciences du sol ici à Jean Blou Agrobiotech, faculté de l'Université de Liège, et vous faites de la recherche en pédologie et en biogéochimie. Alors on va commencer simplement par expliquer ces deux termes parce que ce n'est pas nécessairement évident de savoir à quoi on fait référence. La pédologie, c'est quoi ? Ok, oui, très bonne question. Par rapport à d'autres disciplines comme la chimie, la biologie connues du grand public, c'est vrai que la pédologie n'est pas toujours connue. En fait, la pédologie, c'est quoi? C'est l'étude de l'évolution et de la formation des sols en fonction des facteurs du milieu, en fonction du type de végétation qu'on a, du type de roche, du type de climat. On va avoir des sols particuliers à des endroits spécifiques du monde. Comme le montrent ces mini-profils, on peut voir de sols que les sols ont des couleurs différentes, des structures différentes. Et donc la pédologie, c'est étudier quel type de constituants on retrouve dans les sols pour mieux comprendre les propriétés de chacun de ces types de sols et donc le type de fonction qu'ils peuvent remplir au niveau des écosystèmes. La biogéochimie, il y a le terme bio, géo pour géologie et chimie. Donc en fait, c'est l'étude du flux des éléments chimiques depuis la roche, la géologie, le matériau parental, vers la plante. Et donc ces éléments chimiques sont pompés par la plante à travers le sol, parce qu'entre la roche et la plante, il y a le sol, sinon il n'y aurait pas vraiment de végétation et les forêts qu'on peut rencontrer ici. Et à partir de ce moment-là, la plante donc a pompé des nutriments et elle va les retourner au sol via les retombées des feuilles, les retombées des résidus, etc. Il y a un retour de nutriments à la surface du sol. Donc c'est le cycle entre la géologie et le biologique, la chimie des éléments et le pourquoi on l'appelle la biogéochimie. J'imagine que ce sont deux disciplines qui sont vraiment liées et qui se complètent parfaitement. Oui, elles sont très connexes parce que justement la pédologie c'est un peu la résultante de cette biogéochimie, de cette relation entre le type de plante que l'on rencontre, le type de roche qu'il y a à l'endroit particulier où l'on est. Eh bien, on va former un type de sol particulier qui va contrôler le flux de ces éléments. Et ces stocks et flux des éléments n'est pas sans importance parce que quand on connaît bien la pédologie, le type de sol et la biogéochimie, on peut en fait optimiser le stock et le flux des éléments au sein des agro-écosystèmes. Tout ça dans peut-être un concept autre que l'économie circulaire, plutôt l'agronomie circulaire, pour optimiser le flux des nutriments. Alors l'étude des sols, quand on parle aujourd'hui de bientôt devoir nourrir 9 milliards de personnes, on parle depuis longtemps maintenant d'agriculture intensive, cette question de la gestion des sols, c'est devenu un enjeu majeur de notre société, non? Tout à fait d'accord avec vous, c'est un enjeu primordial pour une raison principale, c'est que les sols sont vraiment à l'interface entre les grandes sphères de notre planète, l'atmosphère, l'hydrosphère, donc la qualité de nos rivières, et la biosphère, le type de végétation que l'on va rencontrer. Tout ce qu'on peut observer à l'œil nu, donc le type de végétation que l'on a, la qualité de nos eaux, sont en quelque sorte contrôlées par tous les processus qui se passent dans les sols. Et donc ne pas les comprendre ou alors agir sans savoir, sans connaître leurs constituants et leurs propriétés, c'est en fait pas simplement malmener nos sols, mais c'est aussi malmener la biosphère, c'est malmener la qualité de notre air et la qualité des eaux. Donc étant donné que ça a cette interface et que c'est un substrat hyper réactif, les sols, c'est extrêmement sensible et complexe. Et donc si on modifie rien qu'une toute petite partie des sols ou juste un élément des sols, ça peut avoir des répercussions majeures. Donc mieux les connaître, c'est mieux connaître pas seulement les sols mais notre environnement aussi. Et c'est là-dessus spécifiquement que vous faites vos recherches? Donc moi les recherches que je lance, c'est mieux comprendre les constituants et propriétés du sol en fonction des facteurs du milieu. Et donc les facteurs du milieu, ça peut être des facteurs naturels. On peut être dans des séquences climatiques ou des chronoséquences de sol, ça c'est simplement la nature qui fait les choses. Mais on étudie aussi le sol sous la pression anthropique, qui peut être bonne ou mauvaise. L'homme n'a pas eu que des mauvais actes par rapport au sol. La pression anthropique, c'est l'impact de l'homme. Oui, voilà. C'est l'impact de l'homme sur les sols. Et donc là, particulièrement par rapport à cette question du futur de notre agriculture, nourrir autant de personnes au niveau mondial, il faut pouvoir comprendre les sols. Et donc pour cela, on lance des recherches
où on veut comparer les pratiques culturelles et les pratiques d'agriculture et quels sont leurs impacts sur la qualité du sol. Et on compare de l'agriculture conventionnelle par rapport à l'agriculture de conservation, de l'agroécologie et comment va se comporter le sol en termes chimiques. Ok, est-ce qu'on augmente le stock de carbone? Est-ce qu'on a des meilleures qualités en termes de fertilité du sol? Aussi en termes de biodiversité, est-ce que le sol a une meilleure biodiversité en fonction des pratiques culturelles? Et ça, pour répondre à un des défis, par exemple, majeurs qui est lancé en France par l'INRA, c'est cette fameuse question du 4 pour 1000. Le 4 pour 1000, c'est quoi? C'est en fait, si on fait des bonnes pratiques agricoles, on peut stocker par an 4 pour 1000 carbone organique dans les sols. Et donc en fait neutraliser le relargage de CO2 vers l'atmosphère qui se fait de manière naturelle à partir des sols. Et donc limiter l'impact carbone, c'est ça? Voilà, c'est en fait limiter l'impact carbone parce qu'on aura neutralisé le bilan. Mais là, il y a une question majeure, c'est que ce fameux 4 pour 1000, c'est un peu une moyenne pour toute la France, toute la Belgique, toute la planète. Un atome de carbone ne va pas se comporter de la même manière en fonction du type de sol dans lequel on va se trouver. Donc nous, dans ces recherches-là, on veut étudier l'impact des pratiques agricoles dans des conditions pédologiques et climatiques contrastées, voir comment les éléments se comportent en fonction de la situation pédologique. On a beaucoup dit que justement les pratiques d'agriculture intensive avaient de plus en plus tendance à tuer nos sols. Alors je vous pose la question franco, est-ce que nos sols sont en train de mourir aujourd'hui ? Non. Il ne faut pas être alarmiste, il faut être réaliste. Il ne faut pas être utopique non plus, il faut se lancer dans des voies de recherche réalistes. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas abattre le monde agricole que l'on connaît maintenant, parce que nous avons des exemples que le monde agricole a fait des démarches pour améliorer notre environnement, comme ça s'est fait avec des démarches telles que Nitrawal, etc., où ils contrôlent le flux de nitrates vers l'hydrosphère. Et là, on se rend compte, après 5, 10 ans, 15 ans, que l'agriculture, les nouvelles pratiques d'agriculture, de rotation, etc., ont permis de diminuer les outputs de nitrates vers l'hydrosphère. Donc non, l'agriculture n'est pas mauvaise partout. Par contre, c'est vrai qu'on peut réfléchir l'agriculture autrement. On peut réfléchir l'agriculture comme quelque chose de combiné, qu'elle n'a pas juste comme vocation, une vocation productiviste. Elle peut aussi protéger notre environnement, être en équilibre avec tout le reste des sphères, peut avoir aussi une logique culturelle. On pourrait penser à simplement se rassembler autour des sols agricoles de manière purement culturelle. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent se combiner autour de l'agriculture, peut-être bien meilleures que ce qui est fait maintenant. Et tant mieux, je crois qu'on doit toujours évoluer vers des nouvelles pratiques en fonction du milieu dans lequel on se trouve. Y a-t-il d'autres domaines de recherche que vous étudiez ? Là, justement, toujours par rapport à cet aspect fertilité des sols, de tenter d'améliorer les conditions pédologiques pour l'environnement et pour l'agronomie, on utilise une nouvelle technologie qui s'appelle le biochar. Donc le biochar, c'est un peu utiliser n'importe quelle matière organique que vous trouvez, ça peut être un tronc d'arbre, des feuilles, des résidus de culture, que vous carbonisez et vous obtenez un style de charbon de bois comme on a dans nos barbecues. Et ce charbon, ce biochar que l'on appelle, on l'utilise pour amender les sols. Alors, amender les sols, ça veut dire amender, c'est un peu comme quand on met des fertilisants azote, phosphore, potassium ou de la chaux sur les sols, c'est apporter quelque chose extérieur au milieu naturel pour tenter de l'améliorer pour une vocation précise, ici produire de la biomasse. Mais justement, le biochar, son avantage, ce n'est pas simplement produire de la biomasse, c'est-à-dire augmenter la fertilité du sol, la quantité de nutriments, c'est aussi protéger notre environnement parce que le biochar a 3 vocations. La première, c'est quand on le met au sol, c'est un stock de carbone qui reste au sol. Le charbon de bois se décompose très difficilement, il reste longtemps dans les sols. La deuxième, c'est qu'il apporte des nutriments à la plante, donc on peut produire peut-être plus de biomasse sur la même surface de terre. Et la troisième, c'est que c'est une pompe. Il absorbe beaucoup. On l'utilise d'ailleurs pour détoxifier à l'hôpital. Enfin, c'est un détoxifiant. On peut l'utiliser dans les sols pour pomper certains éléments et les garder pour la plante sur du plus ou moins long terme. Et donc ça, c'est ce que nous souhaitons étudier à travers cette thématique des biochars. En région wallonne, certainement pas pour amender les sols, enfin pour les rendre plus fertiles, parce qu'ils sont déjà fort fertiles. C'est plus en termes de pompe, de garder l'azote et le phosphore
qu'on a amené au sol pour augmenter la production, ben, on essaie de voir si le biochar ne pourrait pas le garder provisoirement. Et alors on l'étudie aussi dans les zones tropicales pour là réellement augmenter la fertilité du sol. Ouais. Parce que c'est là où ils en ont peut-être le plus besoin. Ici, vous dites que nos sols sont fertiles, ils ne sont malheureusement pas fertiles partout. Exactement. C'est bien malheureux, les sols ne sont pas uniformes, enfin tant mieux pour le pédologue, ça lui permet d'aller sur le terrain. Les sols ne sont pas les mêmes partout, il y a une diversité et c'est clair que dans la région Jean-Bloutoise, par exemple ici, on a des sols extrêmement fertiles. Alors que si vous allez dans les régions tropicales, subtropicales, les sols sont beaucoup moins fertiles. Et là, il y a un peu une question d'éthique de la personne qui lance des recherches dans ce domaine. Il faut toujours être vigilant, d'essayer de ne pas s'enfermer dans la tour d'ivoire parce que justement, il y a des connaissances qui doivent être échangées dans les milieux où on en a besoin. Donc les zones tropicales, subtropicales, il y a souvent une densité de population élevée. Leur produit national brut en termes de richesse, pas de bonheur, mais de richesse est moins élevé. Et en plus de ça, ils ont des sols très pauvres. Donc autant utiliser la technologie qu'on utilise ici pour des choses extrêmement pratiques sur le terrain là-bas pour augmenter la fertilité. Et nous, on l'étudie par exemple pour l'aspect de son rapport avec le silicium, qui est un élément qu'on retrouve dans le biochar parce qu'il précipite dans les feuilles des arbres sous forme de phytolite. On le retrouve dans le biochar et on essaie de l'utiliser comme amendement pour des plantes qui ont besoin du silicium en région tropicale, comme le maïs, le bananier, le riz, pour essayer d'avoir une chaîne bouclée du silicium, ne pas en perdre vers l'hydrosphère, mais qu'il soit utilisé de la manière la plus efficace par la plante. Concept d'agronomie circulaire. Ne rien perdre. Tout ce qu'on amène au sol est dans une chaîne naturelle et on ne doit pas en amener plus que ce qu'ils en ont besoin. Comment vous les menez, vos recherches? Comment est-ce qu'on étudie les sols? Est-ce que c'est une pratique qui se fait scientifiquement, je dirais encore à l'ancienne? Ou est-ce qu'aujourd'hui, le développement technologique vous donne de nouvelles armes dans vos pratiques de recherche? Clairement, le développement technologique nous donne de nouvelles armes. Et tant mieux, heureusement, ça nous permet de répondre à des questions qu'on ne connaissait même pas avant. Questions que vous ne vous posiez pas jusque-là. On ne se posait pas ces questions-là à ce moment-là. C'est les nouvelles technologies qui nous ont permis de nous rendre compte de certaines choses. Donc voilà, la technologie a été une grande avancée pour la pédologie. Mais d'un certain côté, la pédologie, je crois, restera à jamais quand même, gardera toujours cette approche un peu ancienne, une approche de terrain. On doit aller avec une tarière sur le terrain, creuser, prendre des échantillons de sol, creuser des profils, l'observer sur le terrain, voir ok, ça se comporte comment en fonction de où on se situe sur le territoire, on a tel ou tel type de sol. Donc il y a une approche de terrain qui est primordiale. Et ça pourrait être vu comme une science encyclopédique, qu'on pourrait tout trouver dans les encyclopédies, qu'on n'a plus besoin de l'enseigner. Eh bien non, parce que dans les sols, même si on connaît tous les constituants se connectent entre eux. Il y a des connexions entre les constituants, ce qui contrôle clairement la propriété globale du sol, le fait qu'il a telle ou telle propriété. Donc on doit vraiment avoir, c'est une science où tout est extrêmement connecté, qui doit être enseignée en auditoire, mais aussi sur le terrain par rapport à cela, en utilisant les technologies quand il le faut. Il faut faire très attention, enfin je pense, c'est mon avis personnel, de ne pas poser une question scientifique en se basant sur la technologie. Se dire cette technologie-là, je vais l'utiliser pour avoir des nouvelles données. Non, il faut se dire on a tel problème sur le terrain, on va combiner différentes technologies pour répondre à une question. On doit garder le contrôle sur la technologie, clairement. Ne pas faire du technologique pour faire du technologique. Voilà, exactement. Exactement. Et donc, pas faire du technologique pour publier des papiers scientifiques, etc. Et au final, ne pas répondre à des questions majeures qui sont cruciales et urgentes, telles que la protection de notre environnement et nourrir la planète. Ça paraît fort général, mais nourrir la planète, c'est contrôlé par la fertilité des sols et la qualité de notre environnement aussi par ce qui se passe dans les sols. Donc là, il y a urgence et il faut aller sur des questions primordiales. Ne pas oublier pourquoi vous étudiez ce que vous étudiez. Voilà, exactement. Pour conclure, Jean-Thomas Cornelis, je voudrais justement vous poser une question sur cette articulation peut-être entre la recherche et l'enseignement. Comment est-ce que vous enseignez la pédologie et dans quel contexte se développe votre recherche? Ben, le contexte ici, c'est dans le contexte de notre axe de recherche échange eau-sol-plante. Le terme veut bien tout dire, c'est qu'on étudie les sols dans leur continuum, à l'interaction entre l'eau et la plante.
Donc avec 3 autres collègues, on étudie les sols au sein de ce continuum. Et à partir de ce moment-là, on lance des projets de recherche qui nous amènent des résultats. On observe des choses, on émet des hypothèses sur ces résultats pour pouvoir discuter, peut-être même émettre une théorie. Et au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles discussions théoriques qui arrivent, on les utilise dans nos cours pour argumenter, pour faire argumenter l'étudiant. Et donc je dis toujours, moi je ne le sais pas parce que je n'ai pas enseigné d'autres disciplines, mais en tout cas enseigner la science du sol c'est magique parce que c'est une discipline qui ne s'enseigne pas par chapitre, mais qui se voit de manière hyper connectée. Donc on a le sol au centre et puis on part vers une composante, puis vers l'autre, puis cette composante sont connectées. Et donc c'est un peu à lire à livre ouvert, de manière holistique, comprendre les sols de manière générale. L'étudiant n'aime pas toujours, ça ne paraît pas structuré, mais pour comprendre les sols, il faut connecter les différentes parties entre elles. Donc surtout pas le voir chapitre par chapitre. Jean-Thomas Cornelis, merci. Merci à vous. Et puis merci pour le café. Avec plaisir.